Très bien, merci. Écoutez, je suis très heureux d'être là avec vous. On s'est proposé de traiter 3 questions qui sont plutôt des facteurs de déstabilisation des marchés. La première concerne la façon de penser les États-Unis. Les États-Unis, en fait, sont-ils encore un allié ou un risque? C'est une question qui peut vous paraître surprenante. Pourtant, dès le déclenchement de la guerre en Irak, vous vous souvenez, on pouvait déjà être en mesure de se poser la question. Le président Chirac, d'ailleurs, ayant refusé d'y aller, c'est qu'il y avait déjà des doutes sur le type de rapport qu'on pouvait avoir avec les États-Unis. Mais évidemment, c'est sur les questions, c'est l'ensemble des dispositifs américains qui me paraissent aujourd'hui intéressants à lister, si vous voulez, pour comprendre cette espèce de mécanique économique, politico-économique que les Américains installent. Première remarque, le département de la justice américain, c'est 7 milliards de dollars, c'est 40 000 fonctionnaires avec l'aide de tous les services de renseignement américains. Bon, ça donne quoi quand on veut le faire? Ça donne que, en 1977, les Américains, qui avaient été piégés par le scandale Lockheed en Italie, c'est-à-dire que le fabricant Lockheed avait payé des pots de vin importants aux hommes d'affaires italiens, a été épinglé par la justice américaine, et à la suite de quoi, la protestation des industriels américains disant « mais si vous nous empêchez de corrompre, c'est une distorsion de concurrence, donc il faut internationaliser la lutte contre la corruption », c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc en 1997, dans le cadre de l'OCDE, on a fait la Convention internationale contre la corruption des agents publics dans les marchés étrangers, c'est-à-dire une manière d'étendre, si vous voulez, la lutte anticorruption née aux États-Unis pour aujourd'hui exister sur une grande partie de la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est que la justice américaine s'est donné le droit, à partir de ce moment-là, de se sentir compétente, quel que soit le type de corruption, à partir du moment où l'entreprise a un lien, même minime, avec les États-Unis. Quand je dis minime, ça veut dire avoir une filiale aux États-Unis, savoir faire une transaction en dollars, ou avoir tout simplement une adresse mail qui est gérée par un serveur américain. Et à partir de ce moment-là, la justice américaine considère qu'elle peut être compétente pour réprimer une affaire de corruption. Bon. Donc tout ça serait bel et beau, si vous voulez, si on n'était pas effectivement à utiliser la justice américaine comme un instrument de suprématie économique. Et pour vous donner un exemple, si vous voulez, dans les 2 dernières années, les entreprises européennes ont payé 60 milliards de dollars de pénalités ou d'amendes données par la justice américaine. Bon, 60% des amendes payées à la justice américaine l'ont été par des entreprises européennes. Donc vous voyez tout de suite la distorsion. C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut avoir, si vous voulez, une sanction qui va évidemment cibler une entreprise européenne, plus particulièrement qu'une entreprise américaine. Je fais un petit retour en arrière qui est important à comprendre. Quand on a fait la convention OCDE sur la lutte contre la corruption dans les marchés étrangers, grande déclaration d'intention, tout le monde était d'accord, fantastique, on va arrêter les grands marchés de la corruption. Et puis ensuite, chacun est reparti chez soi en essayant de réfléchir comment stériliser cette convention. Alors vous avez eu plusieurs types de rapports. Les Japonais ont considéré que la corruption n'était pas un acte judiciaire, c'était un acte commercial, donc c'est le MITI qui s'en occupe. Les Américains ont dit oui, mais c'est pas pareil de payer un fonctionnaire du tiers-monde pour qu'il lève le coude, vous savez, pour que le dossier avance. Et donc ça, c'est pas vraiment de la corruption. Ensuite, ils ont inventé un truc très intéressant qui s'appelle le plea bargaining, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est entre les griffes de la justice américaine peut négocier l'amende, si elle accepte et si à ce moment-là, elle collabore. Bon. On va voir quelle est l'utilité de ce genre de convention, si vous voulez. Et donc, les seuls qui sont aujourd'hui dans une situation d'application complète de la convention OCDE sur la corruption dans les marchés étrangers sont en fait les Européens. Alors, cette extension du pouvoir du département de la justice américaine est un formidable outil de lutte politico-économique, et je vais essayer de vous en donner quelques exemples. La France, entre 2014 et 2016, a payé 20 milliards de dollars de pénalités par ces entreprises, évidemment, ce qui fait à peu près 200 € par tête d'habitant par an. Vous ne les avez pas vus passer, mais ne vous inquiétez pas, en gros, ça veut dire à peu près ça. Ce qui est intéressant, BNP Paribas a fait sauter les compteurs puisque seuls ont eu à payer 8 milliards d'euros, encore une fois, sur une affaire de corruption qui ne concernait pas les États-Unis. Simplement, la transaction s'était faite en dollars. La justice américaine peut arrêter des cadres et des dirigeants d'entreprises européennes quand ils sont sur le territoire américain. Ça s'est fait avec Eurocopter. J'ai des amis d'Eurocopter qui n'ont plus la possibilité aujourd'hui d'aller aux États-Unis, même si la question est réglée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme comme beau succès dans cette politique économique? Bon, Alcatel. Alcatel a été, mise en examen par la justice américaine pour une affaire de corruption d'un homme politique du Costa Rica. Ne me demandez pas quel est le rapport. Ce qui est certain, c'est que la justice américaine s'est sentie compétente. Et dans la négociation politico-juridico-économique qui s'est passée,
Alcatel n'a pu se sortir du procès qu'en rachetant Lucent. Et Lucent était une entreprise qui était en mauvais état. Et d'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, Alcatel-Lucent en fait, a fait naufrage, le tout ayant été aujourd'hui racheté par Nokia. Bon. Donc là, on a quelque chose. L'opération la plus intéressante, à mon avis, ça a été l'affaire Alstom. L'affaire Alstom, c'était beaucoup plus joli parce que Alstom a été mise en examen par la justice américaine pour une affaire de corruption en Indonésie. Donc immédiatement, le cours d'Alstom a baissé sur tous les marchés. Bon. Et évidemment, plus le dossier juridique avançait, plus l'importance de la pénalité avançait, plus le cours d'Alstom a baissé. À la suite de quoi, General Electric, et notamment General Electric Europe, qui était à l'époque dirigée par un ancien ministre français, Mme Clara Guémard, a proposé de racheter Alcatel, surtout la branche énergie. Et donc, avec ça, vous rachetez évidemment à meilleur prix une entreprise qui est en difficulté avec la justice américaine. Et dans le deal fait avec General Electric, donc au cours le plus bas, General Electric s'engageait à payer l'amende, qui évidemment était moins importante que prévu. Donc si vous voulez, c'est un instrument de justice extra-juridictionnel, si vous voulez, qui est en fait véritablement utilisé pour des motifs économiques et industriels. Et aujourd'hui, quand vous pensez que vous avez Total, Areva et Airbus qui sont dans les petits dossiers de la justice américaine, on a raison de s'inquiéter. Bon, qu'est-ce que fait l'Europe, si vous voulez, en face de ça ? Bon, l'Europe réplique avec les grands opérateurs du net, c'est-à-dire la tradition, si vous voulez, pour les entreprises américaines, c'est l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, en Europe, évidemment, on peut facilement épingler qui que ce soit, puisque je vous rappelle qu'en Europe, avant le départ des Anglais, il y avait à peu près une cinquantaine de paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. Je ne vous parle pas des îles Tuvalu, je vous parle de Gibraltar, les îles anglo-normandes, les îles néerlandaises, etc. Bon. Donc l'optimisation fiscale est évidemment un moyen très important de coincer les grands opérateurs du net. Et donc, si je me souviens bien, la Commission a condamné à 10 milliards de dollars 13 milliards à Google, à Apple, pardon, et seulement 2 milliards à Google. Donc vous voyez, on est dans cette guerre où aujourd'hui, s'il n'y a pas ce rapport de force, on aboutit à des systèmes qui sont profondément déstabilisants pour l'activité économique. Bon, ça, c'était le plan juridico-économique. Deuxième remarque qui peut avoir des effets importants encore, cette fois dans le caractère diplomatique, c'est la décision américaine d'appliquer des embargos unilatéraux, c'est-à-dire des embargos qui ne sont parfois pas du fait de l'Union européenne, mais que les entreprises de l'Union européenne sont obligées de respecter. Alors vous avez évidemment le cas de vieux embargos comme Cuba. Pensez que Cuba est toujours sous embargo depuis 1959, ça fait quand même un certain temps. Il y a évidemment le Venezuela, mais il y a aussi l'Iran. Et donc, à chaque fois, si vous voulez, la violation d'un embargo par une entreprise étrangère peut donner lieu à une saisine de la justice américaine. Bon, vous voyez bien qu'avec le cas de l'Iran, il y a eu beaucoup d'entreprises qui, après la signature de l'accord nucléaire, ont pensé qu'elles pouvaient commencer à investir et qui ont été obligées de remballer à toute vitesse, parfois avec de grosses pertes, parce que Trump avait décidé unilatéralement que les États-Unis appliqueraient des sanctions unilatérales. Alors ça, c'est pour l'activité politico-économique. Maintenant, autre facteur qui, moi, me concernait beaucoup plus, c'était la façon dont les États-Unis ont complètement démantelé toute l'architecture internationale de sécurité depuis l'époque de George Bush. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous vous souvenez que dans l'Est-Ouest, finalement, on était arrivé à une certaine médiation URSS États-Unis pour qu'avec des accords de limitation des armements, on arrête cette espèce de course folle qui était la course aux armements. Alors, ça a commencé avec le démantèlement du traité antimissile. Le traité antimissile, c'était un traité qui, justement, essayait de limiter les capacités de protection de chacun des États contre la guerre nucléaire. Bon, ça, George Bush a renoncé à ça, l'a dénoncé. Les Américains n'ont jamais voulu signer la Convention contre les mines antipersonnelles, en expliquant que leurs troupes en Corée en avaient besoin. La Convention sur les armes chimiques a été signée, jamais ratifiée, parce que les industriels américains considèrent qu'un des mécanismes de contrôle qui s'appelle le contrôle par défi, c'est-à-dire si vous pensez qu'un pays est en train de fabriquer des armes chimiques, vous pouvez demander un contrôle par des ingénieurs de l'OAIC qui vont venir et vérifier que ce que vous dites est vrai ou faux. Bon, les industriels américains ont dit non, ça on n'en veut pas parce que c'est de la violation du secret industriel. Les armes biologiques, les Américains l'ont signé, mais enfin, comme vous savez, il y a eu une crise qui s'appelait la crise de l'anthrax, qui a immédiatement suivi les attentats du 11 septembre. On sait très bien que cet anthrax était de l'anthrax militarisé qui venait d'un laboratoire américain. Donc il y a une manière comme une autre d'appliquer l'interdiction des armes chimiques. Trump, vous savez, a dénoncé le traité sur les armes intermédiaires. Vous savez, c'est d'ailleurs l'époque des SS-20 et des Pershing. Donc aujourd'hui, il l'a dénoncé unilatéralement.
Alors, pourquoi je fais ça? Mais parce que, au bout du compte, on a un acteur qui, évidemment, avec Trump, est totalement imprévisible et qui, évidemment, n'accepte de se soumettre à aucune régulation. Même la Cour pénale internationale, vous savez, le traité de Rome, celui qui a été proposé par Clinton, n'a jamais été ratifié par le Congrès, considérant que aucun Américain ne pouvait être jugé par la Cour pénale internationale. Donc évidemment, sinon il aurait fallu passer George Bush, si vous voulez, devant la Cour pénale internationale. Heureusement qu'ils avaient cette précaution. Donc on est dans le scénario aujourd'hui, enfin moi c'est surtout les questions stratégiques qui m'intéressent, de la possibilité qu'il y ait une guerre décidée unilatéralement par les États-Unis, et le scénario Trump de guerre contre l'Iran est un scénario qui est parfaitement envisageable. Et rappelez-vous que la dernière fois qu'il y a eu une guerre illégale qui a été déclarée et qui a porté évidemment un préjudice extraordinaire à toutes les démocraties, qui était la guerre en Irak, la moitié de l'Europe a suivi les États-Unis. Donc on est dans une situation stratégique dans laquelle, voilà pourquoi je me suis posé la question, j'estime moi aujourd'hui que les États-Unis sont un risque sur le plan international, beaucoup plus qu'un allié. Voilà, ça c'est les quelques éléments que je voulais vous proposer. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On passe au deuxième sujet ? Voilà. Alors, bon, le deuxième sujet, c'était sur les crises au Moyen-Orient. Donc, vous voyez, l'Arabie Saoudite est un sujet qui me fascine. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à être fasciné, puisque vous avez vu que quand Mohamed Ben Salman a fait sa tournée en Europe, tout le monde a salué le jeune homme réformateur. Bon. Alors, juste quelques mots sur la création de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, si vous voulez, c'est une originalité, c'est que c'est une zone qui n'a jamais été colonisée de l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le Najd, le grand désert central. En fait, la colonisation ottomane était descendue sur la côte ouest, la colonisation britannique est arrivée sur la côte est, mais toute la partie centrale est restée totalement à l'écart. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Abdel Wahhab, qui va créer le wahhabisme, c'est-à-dire le penseur théologique musulman, qui va ensuite s'allier avec la famille saoud pour créer le royaume d'Arabie Saoudite, se dit, mais l'islam véritable, c'est le mien. Parce que nous, on n'a jamais été pollués par la modernité. Bon. Et ça vous explique le rapport de l'Arabie Saoudite avec l'islam, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'islam salafiste, c'est-à-dire l'islam des salafs, des compagnons du prophète. C'est nous, wahhabites, qui en sommes les dépositaires. Bon, alors, donc, la constitution de l'Arabie Saoudite se fait par conquête avec des échecs, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà à cette époque-là, l'Arabie Saoudite utilise la notion de djihad, non pas contre les colonisateurs, mais contre les autres tribus de la péninsule, et avec l'appui évidemment des Wahhabites, pour expliquer que c'est la constitution du véritable royaume de l'islam tel qu'il doit être. Donc en fait, ça va partir du centre, si vous voulez, progressivement se constituer, mais comme ça va buter sur la colonisation britannique, si vous voulez, qui à l'époque est en Irak, ça va s'arrêter là. Alors, une petite remarque, si vous voulez, parce que vous vous étonnez sans doute que la différence dans Tintin et l'or noir, c'est un querelle de nonagénaires contre des octogénaires que vous avez là. Hein. Pourquoi? Parce qu'à partir de la création du royaume, c'est-à-dire quand vous avez Abdelaziz Ibn Saoud, qui a 12 femmes et donc je ne sais plus combien d'enfants, 57 je crois, le principe est que la succession se fait par le fils aîné de la première femme, suivi du fils aîné de la deuxième femme, suivi du fils aîné de la troisième femme. Mais comme il avait les 12 femmes ensemble, vous imaginez bien qu'il y avait parfois 6 mois de différence entre des demi-frères. Et donc vous en arrivez, c'est évidemment, comme ils vieillissent tous sur pied, vous avez toujours un moment où on arrive à un moment de blocage. Bon. Et là, celui qui était prévu comme prince héritier, on lui a passé dessus, on lui a marché sur la tête, et donc est arrivé ce personnage qui s'appelle Mohamed Ben Salman, qui a 33 ans. Donc évidemment, c'est une véritable révolution dans un système où évidemment le principe de succession a été complètement violé. Alors, pour vous donner une description de l'Arabie Saoudite, ça c'est le pouvoir des Al-Sher, comme vous avez les Saouds, vous avez les Al-Sher étant les descendants d'Abdel Wahhab, c'est-à-dire le fondateur théologique du royaume, et vous voyez à peu près les domaines que contrôlent les religieux. Bon, évidemment, le grand moufti, c'est donc le leader de la communauté religieuse saoudienne, sachant que c'est du sunnisme. Hein, il n'y a pas aucune des autres écoles juridiques du sunnisme même sont autorisées en Arabie Saoudite. Bon, vous avez le système judiciaire, ça c'est normal, nomination des cadres et agents religieux, le président des facultés de sciences religieuses et de langue arabe, le prédicateur de la grande mosquée, l'Institut supérieur de la magistrature, évidemment, l'administration de l'éducation des filles, mais les garçons aussi d'ailleurs. La fondation Al-Darwa, c'est le contrôle des médias. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est le pouvoir des religieux dans le système saoudien. Donc, c'est ce qu'on appelle une grande démocratie. Et ici, je vous ai fait une comparaison entre Daesh et l'Arabie Saoudite. Comme vous voyez, il y a une grande différence, puisque dans l'un cas, c'est un allié, dans l'autre cas, c'est un ennemi.
Donc vous avez effectivement condamnation à mort pour meurtre, normal, trafic de drogue, d'accord. Reniement de l'islam, ça je vous en citerai des exemples, blasphème, homosexualité. Bon, bref. L'adultère, c'est uniquement des coups de fouet ou parfois la lapidation, ça dépend, c'est variable. Relations sexuelles avant mariage, coup de fouet, exil à ville, donc vous voyez quand même que dans l'État islamique, c'était pire. La diffamation, la consommation d'alcool, coup de fouet, l'appréciation du juge. Bon, moi, quand j'ai été invité par des amis saoudiens, la dernière fois que j'y suis allé, c'était dans la famille, il m'a dit « Qu'est-ce que je te sers ?» J'ai dit « Je sais pas, tu me donnes ce que tu veux, je ne bois pas d'alcool, enfin, très peu. » Il me dit « Si, j'ai du whisky Blue Label. » Qu'est-ce que c'est le Blue Label? Il me dit « C'est mieux que le Black Label, c'est 25 ans d'âge. » Bon, d'accord, écoute, je vais goûter. Donc, vous avez effectivement cette société de l'hypocrisie qui est absolument fantastique, parce que vous trouvez ce que vous voulez en Arabie Saoudite si vous avez un peu d'argent. Alors, de temps en temps, pour apurer le système, ils prennent un Pakistanais, ils le décapitent, parce que c'est un trafiquant, mais évidemment, ça ne va jamais au-delà. Amputation de la main et du pied pour le vol à main armée. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que vol simple, c'est on coupe la main, ensuite, si vous récidivez, c'est l'autre main, ensuite un pied, etc. Donc, c'est censé faciliter la réinsertion. Alors, la situation d'Arabie Saoudite est évidemment grave. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Khashoggi, vous en avez tous entendu parler. Mais le personnage qu'on a justement extraordinairement présenté comme le réformateur que tout le monde attendait, aligne les échecs les uns derrière les autres. C'est lui qui, quand il est ministre de la Défense, déclenche la guerre au Yémen. Il n'était pas à l'époque prince héritier. Bon, aujourd'hui, dans la guerre au Yémen, on en a entre 20 et 30 000 morts avec une épidémie de choléra qui touche 1 million de personnes et 22 millions de personnes qui sont aujourd'hui au seuil de la famine. Bon. Et le succès militaire n'est pas assuré pour une raison assez simple, c'est que les Saoudiens mènent une campagne aérienne de bombardement, donc ça tue beaucoup, mais ils ne risquent aucun homme au sol. Bon. Donc ça peut durer. La campagne anticorruption, vous vous souvenez de cette fantastique opération du Ritz-Carlton, c'est-à-dire qu'il dit à ses petits camarades, venez, on va parler de l'avenir du pays. Et quand ils sont tous là, il leur enlève le téléphone portable et puis il leur dit, maintenant vous rendez l'argent. Bon. Le premier qui est sorti, il a payé 1 milliard au bout de 2 nuits, c'est-à-dire c'est l'hôtel le plus cher de la planète, c'était 500 millions de dollars la nuit. Bon. Et puis il a récolté entre 60 et 100 milliards, pardon. Oui, je vous dis ça parce qu'en fait, juste après, il a acheté un yacht à 800 millions et puis il a acheté un château à Louvciennes, qui est une copie de Versailles, qu'il a payé 800 millions aussi. Donc vous voyez, la campagne anticorruption, c'est bien, mais quand c'est sur les autres que ça porte. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de la famille de ces princes qui adhéraient au système parce que ça ruisselait, si vous voulez, sur eux, évidemment, ça crée des inimitiés. Autre remarque, si vous voulez, la campagne anti-chiite, c'est-à-dire que vous avez eu... les chiites d'Arabie Saoudite sont des individus de seconde zone, c'est-à-dire que, par exemple, un juge saoudien peut refuser le témoignage d'un chiite, parce qu'un chiite, ça ment, c'est normal, ça existe, c'est comme ça. Donc, vous avez une campagne systématique anti-chiite. La dernière des choses qui a révolté, si vous voulez, évidemment, les Iraniens, ça a été la décapitation d'un ayatollah qui s'appelait Nimr al-Nimr, qui est un ayatollah qui n'a jamais appelé à l'insurrection, mais qui demandait que les chiites aient les mêmes droits. Son neveu, on va reparler, parce que le pauvre, il n'est pas encore décapité. L'embargo contre le Qatar, j'ai été sollicité l'année dernière par des entreprises européennes qui craignaient que dans un embargo entre deux pays du Golfe, ils soient pris, si vous voulez, en otage. Bon. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats qui payent le coût de cet embargo décidé comme ça brutalement. Pourquoi? Je vous en cite un seul exemple, et on y reviendra si vous voulez, mais le port de Dubaï était le port de réexportation vers le Qatar. Vous savez, le Qatar est un pays qui est le plus haut niveau de vie par tête de la planète, et donc c'est des gens qui vivaient de la rente, on leur amenait tout, ils n'avaient pas bougé, etc. Donc tout se faisait par réexportation depuis Dubaï. Comme il y a eu l'embargo, Dubaï a perdu 600 millions de dollars de trafic parce qu'ils n'avaient plus le droit de réexporter. Donc du coup, les Qataris se sont rendus compte qu'ils avaient un port, que ce port était sous-utilisé, qu'ils avaient des entrepôts, etc., etc. Et évidemment, les Français, les Hollandais, les Anglais, les Turcs, tout le monde se sont précipités en disant « Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Je vous en prie, on va vous livrer tout ça. » Donc l'embargo s'est retourné contre l'Arabie Saoudite. L'arrestation de militantes féministes, est-ce qu'il faut en parler? Je veux dire, c'est tellement extraordinaire. Les femmes ont le droit de conduire jusqu'à la prison, quoi. Et le kidnapping des opposants. Le kidnapping des opposants, il faut quand même penser que c'est quand même le seul type qui a réussi à arrêter un Premier ministre. Et il a fallu l'intervention de notre président pour qu'il se rende compte de l'effroyable idiotie qu'il avait commis. Bon, il se trouve que Hariri, c'est une grande famille qui a fait sa fortune en Arabie Saoudite, puisque le père, vous vous souvenez, était un homme qui avait fait une énorme fortune en Arabie Saoudite et qui a été Premier ministre libanais. Donc il était dans une certaine mesure susceptible aussi d'aller dans le Ritz. Bon. Enfin, ils l'ont attrapé en sortant du Ritz et il a gardé quand même un Premier ministre d'un État indépendant en l'obligeant à démissionner. Et à l'étranger, je fais remarquer que Khashoggi, malheureusement, n'est que le 6e opposant enlevé
selon des modalités d'ailleurs souvent beaucoup plus prudentes que celles qui ont été appliquées sur Khashoggi. Il y en a un, par exemple, qui voulait partir du Maroc pour aller à Dubaï, et puis son avion s'est posé à Riyad. Il y en a d'autres qui ont disparu. Donc il y en a beaucoup dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc si vous voulez, on est dans une situation où ce pays... Et ça, le sujet que j'aime le plus, c'est comment fonctionne le lobby saoudien. Alors ça, j'ai trouvé ça sur un site d'opposition saoudien aux États-Unis. Et ils se sont amusés à reprendre 70 ans de couverture de New York Times, expliquant à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi que celui-là était le réformateur. Ça fait 70 ans que ça se réforme. Vous savez, c'est comme le moonwalk de Michael Jackson. Vous savez, il fait semblant d'avancer alors qu'en fait, il recule. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez le lobby qui dit celui-là, c'est le bon, c'est le réformateur, il va changer, mais il ne change strictement rien. Rien. Donc, on est face à une situation, encore une fois, où l'affaire Khashoggi n'a fait que révéler des choses qui étaient connues, mais dont le lobby s'est forcé, si vous voulez, de cacher. Il y avait même eu un colloque qui s'est passé au Sénat, qui avait un titre qui me laisse toujours rêveur, avec l'aide de sénateurs français, et le titre c'était « L'Arabie Saoudite, ce pays méconnu ». On aurait dit aller faire du tourisme. Donc, voilà, donc ça c'est sur l'Arabie Saoudite. Si vous avez des questions, en tout cas sur les crises du Moyen-Orient, vous voyez pourquoi je pense qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite est un facteur de déstabilisation extrêmement grave dans cette région. Et donc tout l'avenir de les relations que nous aurons, nous Français, que les Américains auront avec les États-Unis, préjuge d'une situation que je trouve personnellement assez inquiétante. Oui, alors, le sujet sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est les radicalismes religieux. Alors, pour que les choses soient claires, on appelle radicalisme la légitimation ou le passage à l'acte violent. C'est-à-dire, encore une fois, une pratique idéologique qui, d'une manière ou d'une autre, va légitimer, puis ensuite, éventuellement, convaincre de passer à un acte violent. C'est la différence essentielle, si vous voulez, pour les sociologues, entre le radicalisme et le fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est, vous voulez, c'est les Mormons. Les Mormons, ils pratiquent la Bible comme ils l'ont interprétée, mais ils sont non violents. Bon, les témoins de Jéhovah, c'est pareil. Par contre, vous voyez bien qu'avec les salafistes, on n'est pas tout à fait dans le même type de caractéristiques. Et comme je me suis posé la question à l'époque des attentats, si vous voulez, en me disant, mais le salafisme, donc pour la première fois, un Premier ministre français, Manuel Valls, en janvier 2015, commence à parler du salafisme comme l'ennemi, comme la pratique de l'islam qui est la plus déstabilisatrice. Je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est pas sorti de n'importe où, donc c'est l'origine de mon intérêt pour l'Arabie Saoudite et l'origine de cette idéologie radicale. Bon. Mais si on constate en fait qu'il n'y a pas que ce radicalisme religieux-là qui est un facteur de déstabilisation sur la planète. Alors, commençons par celui-là parce que c'est ce qui est le plus simple. Alors, chacun de ces radicalismes, je traite 5 radicalismes. Le radicalisme salafiste, le radicalisme des évangéliques américains, le radicalisme des juifs radicaux, le radicalisme des hindouistes radicaux et le radicalisme des bouddhistes radicaux. Vous voyez que la liste est beaucoup plus longue que ce qu'on aurait pu imaginer. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un certain nombre d'endroits de la planète, aujourd'hui, ces gens-là massacrent, bombardent, tuent, mais comme ils ont la parole de Dieu, ils sont dépositaires de la parole de Dieu, si vous voulez, comme avec Dieu on ne discute pas, et qui sont évidemment légitimés, que c'est une violence sanctifiante, et bien ces gens-là sont générateurs de guerre. Alors, là, je vous ai donné la carte rêvée des islamistes, mais encore une fois, je n'ai pas été assez loin, puisque ça date du califat dans son extension maximum, mais si vous regardez les textes de Ben Laden, qu'il a écrit quand il était à l'époque en Afghanistan, il fait une déclaration aux croyants, etc., dans laquelle il fait la liste, c'est-à-dire il inclut en particulier l'Andalousie, et il va beaucoup plus loin puisqu'il va au Khorasan, c'est-à-dire qu'il va dans une partie de l'Asie centrale. Donc ça, c'est un peu la géopolitique rêvée des islamistes, version Ben Laden, qui était quand même un individu beaucoup plus cultivé que l'a été al-Baghdadi, le calife, nouvelle version, là. Le patron de la chambre de commerce franco-saoudienne s'appelle Mohamed Ben Laden. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, avant que vous me posiez la question, je vous le dis, c'est mon oncle. Donc vous voyez, c'est un francophone, un type qui a fait des études en Suisse, etc. C'est un type formidable, mais c'est pour vous dire combien, dans ce pays, vous avez tout. Simplement, la version officielle, c'est on vit à l'étranger différemment de ce qu'on vit au pays. Alors, donc ça, c'est la géopolitique rêvée de ce que pourrait être, si vous voulez, la réalisation optimale de la géopolitique des salafistes. Bon, le projet califal, évidemment, il irait beaucoup plus loin que ça, puisque là, vous avez effectivement le Khorasan, c'est-à-dire qu'ils prendraient effectivement tout le sous-continent indien, et puis ils iraient jusqu'aux limites de la Chine, puisque là, vous avez les Ouïghours, dont vous savez que les Chinois, aujourd'hui, mènent une politique de répression contre les Ouïghours, où on pense qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont dans des camps.
Donc vous voyez, ça remonte pratiquement, ils ont enfin pris Vienne, ils remontent dans le Caucase. Donc voilà à peu près, si vous voulez, encore une fois, ce sont des géopolitiques rêvées, ce n'est pas des géopolitiques réalisées, ce seraient des objectifs, puisque vous avez en particulier la jonction avec le Nigeria. Vous avez effectivement là aussi un califat autoproclamé, mais à vocation régionale. Alors, les autres qui sont moins connus, c'est la conjonction entre les juifs radicaux et les évangéliques américains. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont la lecture du même livre, l'Ancien Testament, et ils disent que dans l'Ancien Testament, Dieu a attribué un certain nombre de terres et que la constitution du Grand Israël, donc je vais vous montrer les cartes, est un prémisse nécessaire au retour du Messie. Vous savez que dans les radicalismes, excusez-moi, j'aurais dû vous dire ça tout de suite, le radicalisme, par principe, c'est l'interprétation et la lecture littérale des textes fondateurs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas interpréter le texte religieux, vous devez le prendre au pied de la lettre. C'est pas grave que ni Moïse, ni Jésus, ni Bouddha, ni Allah, ni Mohamed n'aient écrit le moindre ligne de leur main, parce qu'ils ne savaient souvent pas écrire. C'est pas grave, ce sont des textes incréés, c'est-à-dire des textes envoyés par Dieu directement. C'est difficile de discuter avec des gens comme ça. La philologie, ils ne connaissent pas. Et donc, vous avez des gens qui ont des interprétations différentes du même texte de la Bible, et donc vous avez une définition relativement simple qui va jusqu'au Negev, avec la Méditerranée et le Jourdain. Et puis vous avez une autre tradition qui veut qualifier de maximaliste et d'utopique, qui envisage un territoire allant du Nil jusqu'à l'Euphrate, c'est dans la phrase que dit Dieu à Moïse, avec une bonne partie du Liban et de la Syrie actuelle. Alors voilà la carte des juifs radicaux. Encore une fois, on est dans la partie la plus religieuse et la plus intégriste, si vous voulez, de la population israélienne. Bien évidemment, c'est une espèce d'utopie, mais encore une fois, ça traduit, si vous voulez, le fait que la terre a été donnée par Dieu. Par exemple, une des positions du bloc de la foi ou du Gush Emomim ou de ces partis religieux, c'est de dire on ne peut pas restituer 1 cm² de la terre qui nous a été donnée par Dieu. Vous voyez l'avenir de l'État palestinien si on part de ce postulat-là. Donc on est sur quelque chose, encore une fois, qui est un blocage et qui est une exclusion du champ diplomatique et du champ politique. Alors, là, vous avez aussi à l'appui les évangéliques américains. Eux aussi, parce qu'eux considèrent que la constitution du Grand Israël est annonciatrice de l'arrivée du Messie. Bon, mais comme vous savez, il y a un petit différent entre les Juifs et les évangéliques, c'est que les Juifs considèrent que le Messie n'est pas venu, tandis que les catholiques considèrent que le Messie est déjà venu. Donc, une fois, il y avait une discussion entre Sharon... Alors, les évangéliques sont des soutiens indéfectibles d'Israël. Le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem et la pression des évangéliques américains. Ce n'est pas le lobby juif américain, c'est les évangéliques américains qui demandaient ça comme un préalable, si vous voulez, de la constitution du Grand Israël. Alors, comme le gouvernement israélien a besoin de ce soutien indéfectible des évangéliques américains, une fois, il y avait une discussion très rigolote entre le général Sharon et puis des représentants des évangéliques américains, puisque ce point de divergence, c'est si le Messie revient, c'est lequel ? C'est le Messie des Juifs, c'est le Messie des chrétiens. Donc Sharon a dit, écoutez, quand il arrivera, on lui posera une question très simple. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens ? Et effectivement, après ça, la discussion s'est arrêtée. Donc là, vous avez aussi, avec une très forte influence des évangéliques sur le Parti conservateur américain, en particulier sur un certain nombre de think tanks, qui font le plan Sykes-Picot, c'est-à-dire qu'ils disent non, le Moyen-Orient est une source de problèmes, donc il faut redécouper. Et donc vous avez à la fois de la légitimité du redécoupage, par exemple avec la constitution d'une terre pour les Kurdes, mais vous avez évidemment la volonté de découper l'Arabie saoudite, parce que c'est un problème même si on ne veut pas le reconnaître, de tenir compte des divisions tribales en Libye. Et puis vous avez effectivement un État international qui serait un État gérant les lieux saints. Donc vous voyez, vous avez un Baloutchistan indépendant. Donc vous voyez, les stratèges américains dans les think tanks s'amusent de temps en temps à refaire, si vous voulez, un redécoupage complet. Et cette influence est toujours la même, c'est-à-dire comment garantir la sécurité d'Israël au prix d'un redécoupage complet des Américains, du Moyen-Orient. Bon, ça c'est un... Cela était plus simple, ils étaient moins ambitieux, vous voyez, donc ils feraient un État druze, un État alawite. Ce serait ça le Sunnistan. Ici, ce serait une zone tenue par les chiites. Donc, vous voyez, on peut s'amuser à ça puisqu'on est dans une espèce de conception impérialiste de la carte de la planète et donc il n'y a aucun problème. Toutes ces cartes sont des cartes sorties des documents américains. Alors, ceux qui sont moins connus, parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est les monothéismes qui sont porteurs de l'intolérance, je vous signale que depuis peu, vous avez les polythéistes qui sont bienvenus au club, puisque les hindouistes radicaux ont exactement les mêmes types de pratiques. C'est essentiellement un hindouisme tourné
contre les musulmans et en partie contre les chrétiens. Pourquoi ? Le radicalisme hindouiste naît à peu près au moment de la colonisation, c'est-à-dire disant, en fait, nous avons toujours été opprimés, nous avons été opprimés par les invasions arabes qui commencent au VIIIe siècle, pratiquement jusqu'à l'arrivée de la colonisation britannique. Donc ce pays doit se révolter, il doit retrouver sa propre identité, son identité est hindoue. Alors c'est une idéologie qui s'appelle l'Hindutva, c'est une idéologie qui dit le sous-continent est hindouiste, les autres n'ont rien à y faire. Bon. Et donc les minorités doivent disparaître. Alors ils incluent quand même, à côté des hindous, les sikhs et les jains. Mais les minorités à expulser, c'est quand même 140 millions de musulmans. Et encore, vous remarquerez que quand la carte, telle qu'on trouve sur le site du BJP, qui est le parti du Premier ministre, inclut le Pakistan, le Bangladesh et une partie de la Birmanie. Donc vous voyez que la conception géopolitique de ces radicalismes religieux est extrêmement préoccupante sur la stabilisation de la planète. Alors, l'Inde étant une démocratie, indépendamment du fait qu'on massacre régulièrement du musulman, parce que vous avez toujours des histoires, si vous voulez, qui se passent à droite ou à gauche, c'est par le biais de la loi que se font la répression contre les musulmans. Par exemple, il y a une loi adoptée dans un certain nombre d'États qui fait qu'on n'a pas le droit de toucher à une vache. Or, l'essentiel des bouchers, évidemment, puisque les hindouistes ne le font pas, ce sont des bouchers musulmans, chrétiens, etc. Et donc, de temps en temps, vous avez des bouchers qui sont lynchés par des radicaux hindouistes parce qu'ils ont violé une loi qui ne leur est pas applicable puisque c'est un pays communautaire. Mais ça ne fait rien, ils ont touché une vache, donc ils sont massacrés. Donc vous avez un certain nombre de choses comme ça. Vous avez une campagne très intéressante aussi, lancée par les hindouistes radicaux, qui s'appelle le Love Jihad. Le Love Jihad, ça veut dire, attention, attention, des jeunes musulmans sont mandatés pour séduire des jeunes hindous, pour les convertir. Et donc, il y a une loi qui a été adoptée permettant aux parents de demander la dissolution du mariage. Donc vous voyez qu'on va très loin dans la créativité. Einstein disait il y a deux choses qui donnent l'idée de l'infini, il y a évidemment l'univers et la bêtise humaine, mais il dit pour l'univers on n'est pas sûr. Donc ça c'est l'image du BJP qui est le parti au pouvoir aujourd'hui en Inde. Et puis là vous avez la carte des bouddhistes radicaux dont vous savez qu'aujourd'hui ils sont l'objet ils font des massacres non seulement au Myanmar, en Birmanie, vous avez quand même plus de 900 000 Rohingyas, c'est-à-dire minorités musulmanes, qui ont été obligés de se réfugier au Bangladesh, qui est quand même un des États les plus pauvres de la planète. Et le Bangladesh est un des États qui est menacé par le réchauffement de la planète, parce que c'est le delta du Gange, c'est-à-dire c'est un pays dont près de 60% des terres sont au niveau de la rivière. Et donc, vous avez des camps où il y avait 800 ou 900 000 réfugiés, un des camps les plus effroyables de la planète, et ça continue parce que les moines bouddhistes radicaux, comme vous savez, sont des pacifistes, parce que toutes les religions sont des religions de paix et d'amour, et donc, aujourd'hui, massacre du musulman. Mais vous avez la même chose aussi au Sri Lanka. Au Sri Lanka, c'était surtout sur les Tamouls, qui étaient plutôt hindouistes, et puis maintenant, ça s'étend aux chrétiens. Alors, j'en termine là-dessus. Bon, ça, c'est les bouddhistes, parce que j'aime beaucoup l'idée que le bouddhisme est une religion gentille. Ça, c'est le film de Barbet Schroeder qui s'appelle Le Vénérable W. C'est Viratu, c'est le leader idéologique du mouvement radical bouddhiste. Bon, je vous signale quand même pour vous que, comme nous, on a tendance à voir le Dalai Lama, si vous voulez, comme le représentant du bouddhisme, le Dalai Lama représente 3% des bouddhistes de la planète. 3%. Donc lui, il est d'accord. On reviendra sur le Tibet, si vous voulez. Et voilà. Et puis le résultat, c'est ça. C'est-à-dire que tous les camps de la planète de réfugiés se ressemblent. J'arrête là. C'est pas la peine d'être trop pessimiste. J'ai oublié, vive la laïcité, pardon, parce que moi j'avais oublié la conclusion. Pardon.